L'objectif n'est pas d'ajouter des intentions, mais de suivre ce que le document impose, puis d'observer ce que cette contrainte déclenche dans l'appareil d'État, dans la sécurité des sites aurifères et dans la perception régionale. Le public y gagne un repère simple: distinguer l'argument financier affiché de la logique de contrôle des actifs stratégiques. Un détail doit rester en suspens. Pourquoi cette manœuvre a-t-elle débordé Ouagadougou si vite ? La suite suivra la chronologie, puis reviendra aux trois nombres qui structurent tout pour mesurer ce qu'ils autorisent et surtout ce qu'ils interdisent. La révélation tient en un fait discret mais décisif. Au moment même où l'ultimatum impose un choix binaire, une information longtemps confinée à quelques cercles techniques refait surface, donnant soudain un autre poids aux chiffres. Dans les heures qui suivent l'arrivée du télégramme, des données géologiques récemment consolidées indiquent l'existence d'un gisement aurifère inexploité d'une ampleur inhabituelle, confirmé par une mission tenue secrète et protégée par un chiffrement avancé. Ce point change la lecture de tout le dossier. Jusque-là, l'exigence semblait strictement financière. 70% des réserves d'or ou une dette immédiate de 5,6 milliards. Désormais, ces montants apparaissent comme des leviers, non comme une finalité. Pour Ibrahim Traoré, l'ultimatum ne peut plus être interprété comme un simple rappel d'engagement, mais comme une pression exercée au moment précis où la valeur stratégique du sous-sol burkinabé devient plus lisible pour des acteurs extérieurs. Le contexte régional renforce cette impression. Depuis plusieurs mois, le Sahel connaît une multiplication de signaux d'ingérence indirecte, tandis que les puissances du G7 suivent de près les territoires miniers africains. Des images satellitaires captées peu avant le 12 août montrent des activités inhabituelles dans des zones arides, sans annonce officielle d'exploration. En parallèle, des entreprises minières occidentales renforcent leur présence logistique, comme si un basculement de contrôle était anticipé. Lorsque le télégramme arrive à 6h30, il ne propose aucune négociation, aucun calendrier progressif. 2 jours, pas plus. Cette compression du temps transforme la contrainte en test institutionnel. Chaque minute compte, car accepter reviendrait à perdre un levier stratégique central, tandis que refuser expose le pays à des sanctions capables de paralyser ses circuits économiques essentiels. C'est dans cet espace étroit que se situe la mini-révélation. La dette affichée masque un enjeu plus large, celui de la maîtrise future des ressources. Cette clé permet de comprendre pourquoi la réaction ne restera pas confinée au Burkina Faso, et pourquoi la suite dépassera rapidement le cadre d'un différend financier. La première réunion d'urgence n'a rien d'une mise en scène politique. Autour de la table, les échanges sont courts, techniques, orientés vers l'action. Parmi les participants, un ingénieur minier joue un rôle de guide discret. Depuis des années, il analyse les sols du Sahel et connaît les écarts entre les évaluations publiques et les données brutes. Ce matin-là, il ne parle pas de volume abstrait, mais de corrélation précise entre relevés géologiques chiffrés et zones récemment surveillées par des satellites étrangers. Son exposé produit un premier impact concret. Il montre comment un gisement encore inexploité peut modifier instantanément un rapport de force, même sans extraction visible. La valeur stratégique réside autant dans ce qui est confirmé que dans ce qui reste hors de portée. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture technique transforme l'ultimatum en signal d'alerte, plutôt qu'en simple menace financière. Un second acteur complète ce tableau. Un officier chargé de la sécurité territoriale détaille des mouvements logistiques observés près des zones aurifères. Il ne s'agit pas d'hostilités ouvertes, mais de préparatifs. Des équipements déplacés, des routes observées, des présences discrètes. Ces éléments imposent un ajustement immédiat. Sécuriser les sites, limiter les fuites d'informations, éviter toute ingérence indirecte. Les effets se font sentir rapidement. Les ordres de protection sont renforcés, les circuits de décision se resserrent et l'appareil d'État bascule en mode défensif. Rien n'est encore visible pour la population, mais l'équilibre interne a déjà changé. La décision à venir n'est plus seulement politique ou financière. Elle engage la capacité du pays à protéger ce qu'il possède avant même de l'exploiter. Le message implicite est clair. Perdre le temps, c'est perdre l'initiative. Tout s'enclenche au moment précis où le télégramme est lu. Le document est bref, sans formule diplomatique, sans ouverture procédurale. 2 jours, 70% de l'or national ou une dette immédiate
de 5-6 milliards assortis de sanctions. Dès cet instant, le temps devient l'adversaire principal. Les convocations partent. Ministres, officiers supérieurs, responsables du secteur minier sont appelés sans délai. La première décision est simple et ferme. Aucune cession n'est envisagée. Ibrahim Traoré fixe cette ligne en quelques mots, sans argumentaire public, parce que la bataille se joue d'abord à l'intérieur. La montée en tension est rapide. Alors que les discussions techniques se poursuivent, des rumeurs commencent à circuler hors du cercle institutionnel. Des médias africains évoquent un ultimatum occidental lié aux ressources du Burkina Faso. Les titres se répondent de capitale en capitale. En quelques heures, l'affaire sort du cadre confidentiel. Cette propagation crée un effet de caisse de résonance. Ce qui devait rester une pression silencieuse devient un signal politique régional. Chaque reprise médiatique ajoute une couche de contrainte, car elle réduit les marges de manœuvre discrètes. Dans le même temps, les données internes continuent d'affluer. Le groupe de travail géologique, mis en place bien avant la crise, transmet des éléments consolidés sur le gisement inexploité. Ce n'est pas une découverte soudaine, mais la confirmation d'analyses accumulées et désormais croisées avec des observations satellitaires étrangères. Le puzzle s'assemble. Ce qui paraissait une exigence financière isolée prend la forme d'un mouvement coordonné visant à verrouiller l'accès à un actif stratégique avant qu'il ne change de statut. Le basculement intervient lorsque ces informations sont partagées au plus haut niveau. La décision n'est plus seulement de refuser ou d'accepter, il s'agit de reprendre l'initiative. Les instructions changent de nature. Les sites aurifères passent sous protection renforcée. Les flux logistiques sont réorganisés. Les entreprises minières occidentales reçoivent l'ordre de se retirer. Cette mesure, lourde de conséquences, marque une rupture nette. Elle transforme une pression extérieure en confrontation ouverte sur le contrôle des ressources. À l'extérieur, la réaction est immédiate. Les capitales occidentales durcissent le ton. Les menaces évoquées dans le télégramme prennent une consistance nouvelle. Sanctions globales, blocage financier, isolement institutionnel. Dans le même temps, des partenaires non occidentaux apparaissent dans les échanges logistiques autour des zones stratégiques. Officiellement, il s'agit de soutien technique. En réalité, cela signale que le pays n'est pas totalement isolé et que d'autres équilibres sont en train de se dessiner. La dernière phase de cette séquence est celle des premiers effets visibles. L'armée nationale prend le contrôle effectif des mines. Les convois d'or, auparavant dirigés vers des circuits extérieurs, sont redirigés vers un fond interne. Ce geste concret et mesurable matérialise le choix politique. Il ne règle rien à court terme, mais il fige une orientation. À ce stade, la confrontation n'est plus abstraite. Elle s'inscrit dans les routes sécurisées, dans les sites protégés et dans chaque heure écoulée depuis l'ultimatum. La chronologie révèle ainsi une mécanique claire. Activation brutale, montée médiatique, bascule stratégique, puis cristallisation. Une fois ce point atteint, aucun retour simple en arrière n'est possible. Au départ, le rapport de force repose sur une base simple. Un État dispose de ses réserves, puis, en 48 heures, ces réserves deviennent une garantie exigée de l'extérieur. Le passage d'une situation de contrôle national à l'obligation de céder 70% de l'or marque un changement brutal de statut, car ce pourcentage ne représente pas une marge, mais la majorité de l'actif stratégique central du Burkina Faso. Autrement dit, ce seuil transforme une ressource souveraine en instrument de contrainte. Un premier chiffre structure toute la séquence. 70% de l'or national, ce n'est pas seulement une quantité, c'est la perte du principal levier financier permettant d'amortir des chocs internes, de garantir des importations essentielles et de soutenir des politiques publiques de base. Dans les calculs internes, cette cession équivaut à une dépendance immédiate, car elle réduit drastiquement la capacité de l'État à agir sans autorisation extérieure. Pour Ibrahim Traoré, ce chiffre agit comme un signal. Il ne s'agit pas d'un ajustement technique, mais d'un transfert de contrôle. Un deuxième chiffre renforce cette lecture. La dette exigée, 5,6 milliards de dollars, est présentée comme une alternative à la cession de l'or, mais son poids réel va au-delà du montant. Elle est formulée comme immédiate, sans calendrier progressif, ni mécanisme d'étalement.
Cela signifie que le paiement n'est pas conçu pour restaurer une stabilité financière, mais pour déclencher une série de contraintes automatiques. Une dette de cette ampleur, activée sans délai, limite l'accès au marché, fragilise les budgets courants et ouvre la voie à des mesures coercitives supplémentaires. Et, à ce noyau, s'ajoute un troisième élément chiffré, 324 millions de droits de tirage spéciaux liés au FMI. Pris isolément, ce montant pourrait sembler secondaire. Intégré à l'ensemble, il joue un rôle de verrou. Il rappelle que les obligations ne relèvent pas d'un seul canal bilatéral, mais d'un réseau institutionnel plus large. Ce chiffre souligne la dimension systémique de la pression, en reliant la contrainte sur l'or à des mécanismes financiers multilatéraux. L'intérêt de ces données apparaît lorsqu'on les met en relation. Les trois chiffres ne fonctionnent pas séparément. Ensemble, ils dessinent une architecture. Le pourcentage retire la ressource, la dette impose une urgence, et le montant institutionnel empêche tout échappatoire rapide. Ce montage réduit les options à un choix binaire, exactement ce que le télégramme impose sur le plan politique. Les évaluations internes comparent alors deux trajectoires. Accepter ces chiffres revient à affaiblir durablement la souveraineté économique, car la capacité de négociation future disparaît avec l'actif cédé. Refuser expose à des sanctions et à des blocages, mais conserve l'essentiel, le contrôle du levier stratégique. Ce calcul n'est pas idéologique, il est arithmétique. À l'extérieur, ces mêmes chiffres produisent une lecture inverse. Dans plusieurs capitales occidentales, ils sont perçus comme insoutenables pour un pays aux marges budgétaires limitées. Cette hypothèse alimente l'idée qu'une résistance serait de courte durée. Pourtant, à Ouagadougou, les données consolident une conclusion opposée. Céder maintenant coûterait plus cher que résister. Ainsi, la preuve quantitative ne réside pas dans l'accumulation de montants, mais dans leur agencement. Les chiffres, utilisés comme levier, expliquent pourquoi la confrontation bascule du terrain financier vers celui de la souveraineté. Une fois cette logique comprise, la décision cesse d'être mystérieuse. Elle devient la conséquence directe d'une équation fermée. Un premier argument, souvent avancé dans les cercles financiers internationaux, affirme que l'ultimatum relevait d'une logique de stabilisation. Selon cette lecture, exiger un règlement immédiat de la dette ou une garantie matérielle visait à prévenir un défaut aux effets régionaux. Un État fortement endetté, confronté à des contraintes budgétaires, serait tenu d'accepter des conditions strictes afin de préserver sa crédibilité et d'éviter un isolement durable. Dans ce cadre, la demande portant sur 70% des réserves d'or serait interprétée comme une sûreté exceptionnelle proportionnelle aux risques perçus par les institutions concernées. Un second argument adopte une perspective géopolitique plus large. Il soutient que la fermeté du télégramme constituait un signal dissuasif. L'absence de négociation, le délai de 48 heures et la menace de sanctions globales serviraient à rappeler les règles d'un ordre économique fondé sur la prévisibilité et le respect des engagements. Accepter ce principe, même au prix d'une contrainte sévère, serait présenté comme la condition nécessaire pour maintenir la stabilité du système et empêcher d'autres États de remettre en cause des arrangements existants. Ces deux positions reposent sur une hypothèse commune. La mesure serait proportionnée et orientée vers la stabilité. Or, les éléments contenus dans le télégramme et les événements qui suivent fragilisent cette interprétation. Les exigences chiffrées ne s'accompagnent d'aucun mécanisme de transition, d'aucun échéancier progressif, ni d'aucune garantie de sortie de crise. La dette de 5 milliards est formulée comme immédiate, et la cession de l'or comme totale sur la majorité des réserves, ce qui exclut toute logique d'ajustement gradué. Surtout, la chronologie révèle une autre dimension. La pression s'intensifie précisément au moment où une mission géologique secrète confirme l'existence d'un gisement inexploité d'ampleur exceptionnelle. Les images satellitaires détectant des activités inhabituelles, puis le renforcement de la présence d'acteurs miniers étrangers, indiquent que l'enjeu dépasse la simple solvabilité. Les faits suggèrent une tentative de verrouillage rapide d'un actif stratégique avant qu'il ne modifie l'équilibre régional. Dans ce contexte, la réponse de Ibrahim Traoré ne relève pas d'un refus idéologique, mais d'une lecture des contraintes réelles. Les données montrent que l'ultimatum ne cherchait pas à stabiliser, mais à imposer un transfert de contrôle sans négociation.
La confrontation apparaît alors non comme un accident diplomatique, mais comme le résultat d'une pression structurée autour des ressources. La solidité de cette analyse tient à un point, elle s'appuie sur la cohérence des faits, non sur des intentions supposées. Cette phrase résume le basculement. Jusqu'ici, l'affaire semblait opposer une dette à une réserve. À ce point précis, la lecture change. L'enjeu principal devient la capacité d'un État à contrôler le tempo et la narration autour de ses ressources. La confirmation du gisement inexploité, validée par une mission géologique tenue secrète, explique pourquoi la pression extérieure s'est accélérée sans préavis et sans canal diplomatique classique. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation agit comme un filtre. Elle relie des éléments jusque-là dispersés. L'ultimatum brutal, la surveillance satellitaire accrue et l'intérêt soudain pour des zones auparavant marginales. Pris ensemble, ces signaux montrent que la fenêtre de décision était volontairement étroite. Plus le temps passait, plus la valeur stratégique du sous-sol risquait de devenir publique et donc négociable. Ce changement de focale a un effet immédiat sur la stratégie interne. La question n'est plus seulement de refuser ou d'accepter une exigence financière, mais d'empêcher que l'information elle-même ne soit confisquée par des acteurs extérieurs. Protéger les sites, sécuriser les données, contrôler les flux devient aussi important que protéger l'or. À partir de ce point médian, la confrontation cesse d'être réactive. Elle devient préventive. Et c'est cette transition, souvent invisible, qui explique pourquoi les décisions suivantes auront un impact bien au-delà des chiffres initiaux. Les effets de la décision se déploient rapidement et touchent des cercles distincts, chacun à un rythme différent. Pour les institutions nationales, la priorité devient la continuité. La reprise en main des sites aurifères impose une réorganisation administrative immédiate, nouvelle chaîne de commandement, sécurisation des stocks, redirection des flux financiers. Cette transition n'est pas neutre. Elle mobilise des ressources humaines et logistiques importantes, mais elle permet aussi de restaurer un levier budgétaire direct. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu institutionnel est clair. Maintenir l'État fonctionnel tout en absorbant le choc des pressions extérieures. Du côté des entreprises, l'impact est plus contrasté. Les opérateurs occidentaux expulsés perdent un accès direct à des actifs qu'ils considéraient comme stabilisés. À court terme, cela signifie des contrats suspendus et des investissements gelés. A l'inverse, pour les acteurs locaux et les structures publiques émergentes, la situation ouvre un espace inédit. La gestion nationale des mines crée des opportunités, mais aussi des risques, car l'expertise et les circuits internationaux doivent être remplacés ou réinventés sous contrainte. Pour les citoyens, les conséquences sont moins visibles, mais tout aussi réelles. Dans les zones minières, la présence accrue des unités nationales est perçue de manière ambivalente. Certains y voient une garantie de souveraineté et de retombées locales futures. D'autres craignent une escalade prolongée avec des puissances extérieures, susceptibles d'affecter l'emploi et les services de base. En milieu urbain, la fuite du télégramme alimente un sentiment de défiance envers les mécanismes internationaux, renforçant l'idée que les décisions majeures peuvent être imposées sans dialogue. À l'échelle régionale, enfin, l'affaire dépasse largement le Burkina Faso. Les réactions du Mali, du Niger et de la Guinée montrent que l'épisode est interprété comme un test collectif. Le refus de céder devient un précédent observé avec attention. Les soutiens exprimés ne sont pas uniquement symboliques. Ils signalent la possibilité d'une coordination accrue face à des pressions similaires. Cette dimension régionale amplifie la portée de la décision initiale et explique pourquoi la confrontation ne peut plus être traitée comme un cas isolé. Ces 4 niveaux révèlent une même réalité. La décision produit des coûts immédiats, mais elle redéfinit aussi des marges d'action. Les conséquences ne sont pas uniformes, mais elles convergent vers un point commun. Le contrôle des ressources transforme la capacité de choix. C'est ce déplacement, plus que les chiffres initiaux, qui donne à l'épisode sa portée durable. Imaginons d'abord une stabilisation sous tension. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso parvient à maintenir le contrôle des sites aurifères tout en absorbant une pression extérieure persistante. Les sanctions évoquées restent ciblées, suffisamment dissuasives pour compliquer les transactions internationales, mais pas assez larges pour provoquer un effondrement immédiat. Les revenus issus de l'or, désormais canalisés vers des mécanismes internes,
soutiennent des dépenses prioritaires et permettent d'éviter une rupture budgétaire. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario repose sur une discipline institutionnelle stricte, sécuriser les flux, préserver l'appareil d'État et accepter une marge de manœuvre internationale réduite mais stable. Ensuite, une trajectoire plus favorable suppose une recomposition régionale progressive. Le soutien affiché par certains pays du Sahel se transforme en coordination opérationnelle. Des accords informels sur la protection des ressources, la logistique et l'échange d'informations réduisent l'impact des pressions extérieures. Dans ce cadre, la gestion nationale des mines gagne en efficacité et la diversification économique amorcée commence à produire des effets visibles, notamment dans l'agriculture et les infrastructures. Cette trajectoire reste fragile, car elle dépend de la constance des alliances, mais elle offre une sortie par le collectif. Elle transforme une résistance isolée en dynamique partagée. Enfin, une autre possibilité est celle d'une escalade. Les menaces initiales se matérialisent par des sanctions plus larges, un isolement financier renforcé et des tentatives de blocage des circuits commerciaux. La pression se concentre alors sur le temps long, les coûts internes augmentent, les marges budgétaires se resserrent et la sécurisation permanente des sites aurifères mobilise des ressources croissantes. Dans cette hypothèse, la décision de refuser l'ultimatum reste intacte, mais son prix devient plus élevé. La stabilité dépend alors de la capacité à maintenir la cohésion interne malgré des contraintes prolongées. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon l'évolution du contexte international et régional. Le point commun réside ailleurs. Aucune trajectoire ne ramène à la situation antérieure. Le télégramme a fermé cette option. La question centrale devient donc moins celle du résultat final que celle de la gestion du temps et des choix intermédiaires. Si un principe devait guider la lecture, ce serait celui-ci. Dans un environnement contraint, préserver le contrôle des leviers essentiels conditionne toutes les autres décisions. Pour une partie de la population, l'épisode est d'abord vécu comme une épreuve de sécurité économique. Dans les zones minières, la reprise en main nationale modifie les repères quotidiens. La présence accrue des unités de protection rassure certains travailleurs qui y voient la promesse que les ressources resteront dans le pays et que leurs retombées ne disparaîtront plus hors des frontières. D'autres, plus prudents, redoutent les effets d'une confrontation prolongée sur l'emploi, les chaînes d'approvisionnement locales et la stabilité des services de base. La même décision génère ainsi des attentes et des craintes opposées, souvent au sein d'une même communauté. Dans les centres urbains et administratifs, la lecture est différente. La fuite du télégramme agit comme un révélateur. Elle alimente un sentiment de défiance envers des mécanismes internationaux perçus comme opaques et asymétriques. Les débats se concentrent moins sur l'or lui-même que sur la capacité d'un État à être placé sous contrainte sans espace de dialogue. Cette perception renforce l'idée que la souveraineté institutionnelle ne se joue pas seulement dans les constitutions ou les discours, mais dans la gestion concrète des crises imposées. Un troisième regard, plus transversal, se développe à l'échelle régionale. Les soutiens exprimés par des pays voisins transforment l'affaire en point de comparaison. Pour de nombreux observateurs, la situation du Burkina Faso devient un indicateur. Jusqu'où un pays peut-il aller pour préserver le contrôle de ses ressources et à quel coût ? Cette lecture collective dépasse les frontières nationales et nourrit des discussions sur la coopération régionale comme outil de protection face à des pressions similaires. Ces résonances multiples montrent que l'événement ne produit pas une opinion unique. Il fragmente les perceptions, mais il crée aussi un espace de discussion inédit. En cela, l'impact principal n'est peut-être pas économique à court terme. Il est cognitif, il oblige chacun à interroger le lien entre ressources, choix politiques et autonomie réelle, bien au-delà du cas immédiat. Pour commencer, la première étape consiste à inscrire durablement la sécurisation des sites aurifères dans un dispositif stable. Après la reprise en main initiale, il ne s'agit plus seulement de présence militaire, mais d'organisation continue. Rotation claire, chaîne de responsabilité identifiée et surveillance des flux matériels. L'indicateur central reste la continuité de l'extraction et du transport sous contrôle national, sans rupture ni interférence extérieure. Cette base conditionne toutes les autres décisions. Puis la deuxième étape
porte sur la structuration financière. Les revenus issus de l'or doivent être canalisés par un mécanisme interne lisible avec des objectifs mesurables. Formaliser le fonds de développement, définir des priorités trimestrielles et publier des résultats intermédiaires permet de transformer une décision politique en trajectoire économique vérifiable. Pour Ibrahim Traoré, cette étape vise à démontrer que le refus de l'ultimatum produit des effets concrets et mesurables au-delà du symbole. Ensuite, la troisième étape concerne la coopération régionale. Les soutiens exprimés par le Mali, le Niger et la Guinée peuvent être traduits en dispositifs pratiques. Échange d'informations, coordination sécuritaire autour des ressources et appui logistique en cas de pression accrue. Le critère de succès n'est pas l'affichage diplomatique, mais la capacité à réagir rapidement et collectivement à des signaux de contrainte. Et enfin, une quatrième étape touche à la communication interne. Donner de la visibilité aux projets financés par les revenus aurifères, valoriser les acteurs locaux et expliquer les choix renforce la cohésion sociale. L'adhésion du public devient alors un indicateur clé, car elle conditionne la résilience face aux pressions prolongées. Ensemble, ces étapes dessinent une feuille de route pragmatique, protéger, structurer, coopérer, expliquer. C'est dans cet ordre que la décision initiale peut se transformer en stratégie durable. Le récit revient alors à une voix discrète, presque effacée, celle de l'ingénieur minier présent lors des premières heures. Ces relevés, longtemps considérés comme techniques, avaient signalé une valeur que personne ne voulait regarder de trop près. Ce fil silencieux traverse toute la séquence. Il rappelle que les décisions visibles s'appuient souvent sur des alertes ignorées, des données patientes et des lectures que le temps finit par rendre évidentes. Pour Ibrahim Traoré, cette continuité a une portée particulière. Les choix posés dans l'urgence prennent sens lorsqu'ils s'inscrivent dans une trajectoire cohérente où chaque signal précoce trouve sa traduction politique. La souveraineté ne surgit pas d'un seul acte. Elle se construit par l'alignement progressif entre connaissance, décision et action, même lorsque la pression extérieure tente d'imposer un autre rythme. Sur les sites aurifères, sur les routes désormais sécurisées, et dans les cercles où se redessine la stratégie, ce rappel demeure. Il ne s'agit plus seulement d'or, ni même de dette, mais de la capacité à reconnaître la valeur réelle de ce que l'on possède avant qu'elle ne soit définie par d'autres. Une phrase résume ce moment. Choisir son propre tempo est déjà une forme de pouvoir. À ce stade, l'histoire ne se referme pas sur une victoire ou une défaite nette. Elle laisse plutôt apparaître un espace de réflexion. L'épisode du télégramme, des chiffres imposés et de la reprise en main des ressources agit comme un révélateur. Il montre comment des décisions prises sous contrainte peuvent redessiner des trajectoires collectives, parfois bien au-delà de l'intention initiale de leurs auteurs. Le cas du Burkina Faso devient ainsi un point d'observation, non un modèle figé. Dans de nombreux contextes, des situations comparables existent, souvent moins visibles, parfois plus diffuses. Des États, des communautés, des institutions sont confrontés à des choix où la rapidité, l'asymétrie d'information et la pression extérieure pèsent lourdement. Comprendre cette mécanique permet de dépasser la réaction immédiate pour analyser les leviers réels, le contrôle du temps, des données et des ressources stratégiques. S'informer, confronter les lectures, partager des analyses participe à cette compréhension collective. Ce dialogue n'impose pas de position unique. Il invite à penser les conditions dans lesquelles des peuples peuvent conserver une capacité de décision face à des contraintes globales. La question reste donc ouverte et elle dépasse un seul pays. Comment définir aujourd'hui les marges réelles de souveraineté dans un monde de pression rapide et coordonnée ? Une seule ligne fuitée, et le compte à rebours commence. En 48 heures, un télégramme scellé exige que le Burkina Faso cède 70% de ses réserves d'or ou accepte une dette de 5,6 milliards alourdie de charges avec la menace de sanctions capables de bloquer des voies économiques essentielles. Que devient le destin d'un pays quand ce dilemme retombe sur Ibrahim Traoré et se répercute sur des millions de personnes dans un Sahel déjà sous surveillance et sous tension ? À partir de là, la souveraineté se joue contre le temps. Ce récit ne se réduit pas à une querelle comptable ni à un choc médiatique. Il montre comment une pression calibrée change les choix politiques. À partir du télégramme, l'enjeu devient de comprendre une mécanique précise,
un délai fermé, des chiffres qui verrouillent les options et une menace de sanction qui accélère chaque décision interne.